Jambo, Mikwaba, Anisokoma, Nangadef, Mbolo. Bienvenue à ce 46e live et toutes nos excuses pour ce démarrage un peu difficile dû à des raisons techniques, dû à la double diffusion que nous souhaitons assurer en même temps sur Facebook et sur YouTube. Nous présentons donc toutes nos excuses pour ce démarrage difficile et voilà, c'est le 46e live comme je le disais tout à l'heure qui va donc nous donner l'occasion une fois de plus de traiter d'un grand ouvrage classique de la Renaissance kémite. Une fois de plus, nous allons traverser l'océan Atlantique pour nous retrouver aux États-Unis où le professeur Molefi Kete Asante nous a proposé il y a quelques années son ouvrage majeur, l'afrocentricité, la théorie du changement social. Notre présent live va donc porter sur cet ouvrage et comme pour nos précédents lives, nous sommes en compagnie du Sage Kovi Regmire dont les lumières vont nous accompagner tout au long des 10 questions à travers lesquelles l'ouvrage va être traité de fond en comble. Je vais tout droit aller à la première question, qui est celle-ci. Qui est en réalité le professeur Molefi Kete Asante? Quelle formation intellectuelle et universitaire a-t-il reçu? Et surtout, comment l'idée de rédiger son chef-d'œuvre lui est-elle venue? Sage Kovi. Je voudrais à mon tour présenter mes excuses aux personnalités que j'ai aimablement conviées à nous accompagner ce soir. Parce que cette séquence vidéo live, la 46e du genre, revêt à mes yeux une importance particulière. En effet, la première fois que les Africains et les Afro-descendants qui résident en France ont eu l'honneur de participer à une manifestation publique en présence du professeur Molefi Kete Asante, je le rappelle avec émotion, c'était à la Maison des Mines à Paris et j'avais eu à cette occasion le redoutable honneur d'introduire le professeur Molefi Kete Asante avant sa prise de parole. À la tribune, nous étions 3. Il y avait le professeur Obenga qui nous avait suggéré d'inviter le professeur Molefi Kete Asante. Plus qu'une simple suggestion en fait, il s'agissait d'une injonction à laquelle nous avons déféré de bonne grâce parce que pour nous, le professeur Molefi Kete Asante était déjà, ce dont je parle, ça remonte à près de 18 ans, était déjà le grand intellectuel de réputation internationale qui a associé son nom à l'afrocentricité. Je me souviens avoir souligné 3 points en introduction à cet événement historique parce que beaucoup d'Africains voyaient pour la première fois le professeur Asante qui effectuait un stage en langue française parce qu'il souhaitait maîtriser les rudiments de la langue française à Angers. Et donc, son détour par Paris nous a laissé 48 heures pour mobiliser les Africains. Et la salle était comble, alors même que beaucoup ignoraient tout du professeur Asante, de ses travaux, de ses activités militantes, et pourquoi ne pas le dire aussi, de
son aura, de son prestige. Malheureusement lié au fait que il parlait anglais. Parce que le professeur Molefi Assanté était connu au Nigeria. Il était connu au Ghana. Il était connu en Afrique du Sud. Il était connu en Ouganda. Mais nous, les nègres de Paris, on avait même du mal à prononcer son nom. C'est dire notre inculture en cette matière, enfermés que nous sommes dans notre provincialisme franco-français. J'avais souligné un premier point, à savoir que c'est la présence, ou plutôt l'invitation faite au professeur Cheikh Anta Diop en 1985 par les Africains américains, notamment à Atlanta, en Géorgie, où il avait effectivement été invité par la Fondation Martin Luther King, grâce à la veuve de Martin Luther King, Coretta King, mais aussi par quelqu'un qui était une éminente sommité, c'est-à-dire le secrétaire d'État américain. Ça équivaut à notre ministre des Affaires étrangères, qui était un noir, un Africain-américain, c'est-à-dire c'est lui qui a accueilli Cheikh Anta Diop à Atlanta, de Jimmy Carter. Donc ça veut dire que c'est toute la communauté noire américaine qui s'était donné rendez-vous à Atlanta, en Géorgie, pour rencontrer celui qu'on a appelé The Great African Scholar, c'est-à-dire le grand savant africain. Je répète, The Great African Scholar. Mais ceux qui ont dit que Cheikh Anta Diop méritait une journée entière qu'on appelle Cheikh Anta Diop Day et que jamais les Africains américains n'ont omis de célébrer. Parce qu'en célébrant le Cheikh Anta Diop Day, ils célèbrent en même temps la science qui est au sommet. La science qui est au sommet. Cheikh Anta Diop, c'est qui? C'est le savant, the Great African Scholar, qui est à la cime du savoir mondial. Cheikh Anta Diop, donc, tous les Noirs américains ont éprouvé une légitime fierté en recevant Cheikh Anta Diop. Nos informations nous montrent que Cheikh Anta Diop a donné plusieurs conférences qui ont permis de clarifier la problématique de ce qu'on appelle, c'est une thématique au demeurant, the Nile Valley Civilizations, les civilisations de la vallée du Nil, the Nile Valley Civilizations. Donc, il y avait des professeurs éminents. Il y avait Ivan Van Sertima, dont nous avons parlé. Il y avait John Henry Clark, le grand savant et historien auquel nous allons consacrer un live mémorable. Je l'annonce d'ores et déjà. Il y avait aussi tout ce que les Africains américains comptaient comme sommité de la science historique, de la science tout court. Parce que Cheikh Anta Diop était, on l'oublie souvent, un physicien nucléaire. Cheikh Anta Diop a écrit plusieurs ouvrages de physique, notamment Physique nucléaire et chronologie absolue, mais aussi le laboratoire de radiocarbone, etc. Hein? Donc Cheikh Anta Diop était un savant complet. C'est ça que les Noirs américains ont apprécié. Parce qu'il renouait avec la lignée des grands savants qui, de Imhotep, en passant par Ptahhotep, en passant par Bakenkofu, en passant par Kagemni, etc., ont illuminé le monde pendant plus de 5000 ans. Illuminé le monde de leur génie pendant plus de 5000 ans. L'Occident n'est pas parvenu, malgré l'arsenal impressionnant mis en place pour dissimuler les faits historiques, à effectivement obscurcir ce génie de l'Afrique. La célébration du génie africain était donc devenue, pour les Noirs américains, une institution qui se confondait avec le nom de Cheikh Anta Diop. Donc Cheikh Anta Diop est
passer sur les télévisions aux États-Unis, et avec la sérénité qui le caractérise, Cheikh Anta Diop a dit que les thèses qu'il avance ne peuvent pas être réfutées par quelque savant que ce soit sur la terre. Donc les Noirs américains étaient, c'est la deuxième chose, impressionnés par le fait que Cheikh Anta Diop a affirmé publiquement son invulnérabilité scientifique et convoqué les savants les plus hostiles à cette thèse, notamment aux États-Unis, à se manifester, c'est-à-dire à profiter de sa présence pour venir discuter. Et Cheikh Anta Diop a dit que, à l'issue de ces discussions, qui dureront le temps qu'elles vont durer, ils s'écarteront difficilement de ses propres conclusions. La troisième chose que j'ai remarqué, c'est que le séjour de Cheikh Anta Diop a permis à Cheikh Anta Diop de sortir de la promiscuité et du ghetto africain. Lequel ghetto avait été concocté par Léopold Sédar Senghor, un nègre complexé, c'est le cas de le dire, et par un certain nombre d'affidés de la colonisation française qui sont nostalgiques des fouets qu'on prenait pour nous fouetter régulièrement. Donc Cheikh Anta Diop a donc montré aux Noirs américains, aux Africains américains, que l'Afrique est à l'origine de la science. Que l'Afrique a porté la science pendant 180 000 ans. Qu'après, les leucodermes sont apparus parce qu'ils étaient des nègres dépigmentés en climat froid. Et que comme ils vivaient dans des grottes, comme ils étaient des troglodytes, ils avaient du mal à rattraper leur retard. Et c'est pour cela que l'Occident, Cheikh Anta Diop aurait pu dire, c'est des gens qui sont inaptes à la science. Il aurait fait comme Gobineau. Mais il a dit qu'ils ont été retardés par le climat extrêmement hostile. N'eût été ce retard, les leucodermes eussent naturellement fait montre du génie scientifique, puisqu'aussi bien ils disposaient du lobe inférieur du cerveau, celui-là même qui permet à l'homme de sublimer la nature et de rationaliser le cosmos. Il en résulte donc le fait que Cheikh Anta Diop a toujours combattu la hiérarchisation des races et a même dit qu'il n'y a pas de race. Ce qu'on appelle des races sont des variétés biologiques d'une même espèce. Et nous en avons décompté 3. Au demeurant, les mélanodermes, qui étaient donc les premiers. Et ceux-là même qui sont à l'origine des premières migrations durant la préhistoire. C'est-à-dire ce que nous appelons l'odyssée de l'espèce mélanienne dans l'espace planétaire. Deuxième chose, Cheikh Anta Diop a dit que les Noirs sont les premiers à avoir conservé la science. Donc il y avait cette traçabilité à travers des archives et des annales que l'humanité peut encore aujourd'hui consulter. Troisièmement, que les Noirs, même quand ils ont perdu l'initiative historique, après la mise à sac de la ville de Thèbes, en 663, par les Assyriens, et notamment Assurbanipal, eh bien, les nègres, ils ont continué à faire la science. Ils ont fait la science avec les civilisations post-pharaoniques, notamment la civilisation de Ouagadou, le Ghana des chroniqueurs arabes, la civilisation du Mali, la civilisation de Kanem-Bornou, aux confins du lac Tchad, la civilisation Songhai, la civilisation d'Ile-Ife, Yoruba, de Benin City, la civilisation d'Oyo, la civilisation d'Ondo States, la civilisation Wolof, n'est-ce pas? Le royaume du Cayor, la civilisation de l'ancien Dahomey, du roi Rugbadia jusqu'à Béanzé, Gagné Khessou jusqu'à Béanzé, la civilisation du Congo, qui était donc la plus grande en étendue dans l'histoire humaine, en fait. Le Congo était un royaume-continent, géographiquement parlant. La civilisation de Zulu, la civilisation de Zimbabwe, Mwenemutapa, initiée par les Shona. Donc l'Afrique avec plus de 3400 civilisations post-pharaoniques. Alors même qu'on ne pouvait pas en dénombrer
en comptant sur les doigts d'une main en Europe. On nous parle des Gaulois. Je suis bien curieux de savoir quelle était la civilisation. En dehors de leur gauloiserie. Donc cela veut dire que la civilisation africaine a été à la pointe même après son déclin. Lorsque les Africains ont été déportés dans le soi-disant nouveau monde, les Africains ont continué à faire la science. Donc les Africains faisaient des inventions pour améliorer le sort de leurs maîtres et leurs propres sorts. Et les maîtres prenaient prétexte du fait qu'un esclave n'a pas le droit de revendiquer ses découvertes et usurper ses découvertes en mettant des noms de blancs. Donc tous ces faits expliquent que malgré la colonisation après, les nègres ont encore eu des savants polyvalents. Je n'en citerai que 3 à titre purement indicatif. Cheikh Modibo Diarra, qui était effectivement navigateur interplanétaire et qui a piloté le projet de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena aux États-Unis. Et c'est lui qui a sondé Mars pour voir s'il y a de l'eau avec le robot Sojourner auquel il a donné le nom d'une militante noire américaine, Sojourner Truth. C'était un très grand savant qui ensuite est devenu Premier ministre au Mali. Et après, évidemment, dans ce que j'appelle le nivellement par le bas, on a fini par le décourager. Ce genre de comportement des nègres. La descente aux enfers. Ensuite, il y a un Nigérian qui a reçu la médaille d'or de la recherche scientifique aux États-Unis. Il n'y a pas 10 personnes qui ont eu ça. Et le président Clinton s'est déplacé pour lui remettre ça devant le parterre et le Gotha de l'intelligence américaine. Et effectivement, il s'agit de Philippe Emeagwali, le professeur Emeagwali. C'est même à lui que nous devons les algorithmes qui sont à la base de ce qu'on appelle l'autoroute de l'information virtuelle, qui est devenu plus tard Internet. Troisièmement, le professeur Achiampong. Achiampong, c'était un grand physicien ghanéen de réputation mondiale. Et tout le monde sait le niveau qu'il avait, le professeur Achiampong. Mais que dire du professeur Abdou Moumouni, qui cumulait plusieurs doctorats en sciences, exactes et dures, et qui ensuite est mort sans soutien, sans aide, au Niger, abandonné de tous, avant que, après sa mort, on récupère sa mémoire pour faire de l'université de Niamey, l'université Abdou Moumouni. Les mots me manquent pour dire combien de savants il y a par jour en Afrique. Au moment même où je vous parle. Donc dans un contexte aussi hostile que le néocolonialisme, l'Afrique est le seul continent qui ne voit que des savants éclore. Mais que se passe-t-il? Les Africains semblent être spécialisés dans l'obtention des prix Nobel de la paix. Jamais on ne leur donne des prix Nobel. Même des médecins qui s'occupent de la gente féminine au Congo, ils ont des prix Nobel de la paix, mais jamais des prix Nobel de médecine. Donc, ce que je veux dire ici, et cela doit être clair pour tout le monde, le professeur Molefi Assanté fait partie des savants pluridisciplinaires, des savants démiurgiques qui ont sorti l'Afrique de sa marginalisation intellectuelle. Tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas pour habitude de dresser des lauriers. Quand je parle en connaissance de cause et après avoir épulché le dossier. Il est question aujourd'hui d'épulcher le dossier Molefi Assanté, qui nous a laissé cet ouvrage qui, pour moi, est un manifeste de la renaissance du monde africain. Cet ouvrage, c'est le titre que vous avez ici. C'est la version française. C'est la traduction. Laquelle traduction a été assurée par Ama Mazama, linguiste de réputation internationale et qui est collaboratrice fidèle du professeur Molefi, qui était Assanté
dans ce que d'aucuns appellent le département African American Studies de l'université de Temple à Philadelphie. L'université de Temple ne s'appelle pas seulement Temple, c'est le temple de la recherche centrée autour de l'Afrique. Le monde entier connaît cette université où le professeur Théophile Obenga a enseigné. Grâce à la diligence et aussi à la disponibilité des Noirs américains qui ont voulu qu'il ne reste pas en Afrique sans rayonnement. Parce que le professeur Obenga est l'héritier putatif et le disciple officiel du professeur Cheikh Anta Diop, notre maître à tous. Cela veut dire que ce livre, que tout le monde connaît, Cheikh Anta Diop, Volney et le Sphinx, contribution de Cheikh Anta Diop à l'historiographie mondiale. Tel est le sous-titre. C'est le cours que le professeur Obenga a donné à Philadelphie pendant des années. Ce livre est le résultat, la substance du cours que le professeur a donné. Que ce cours est porté sur l'historiographie est un fait singulier. Parce que cela revient à dire que l'historiographie restaure le discours des historiens sur l'évolution des civilisations humaines. L'historiographie est le discours des historiens. Et ce discours se déploie dans le champ de la rationalité. Et cette rationalité amène les historiens qui participent à l'élaboration du savoir historique à l'échelle mondiale à élaborer une théorie rationnelle de l'histoire de l'humanité. Il ne s'agit pas de faire des monographies tribales et sous-tribales sur je ne sais quelle tribu bambara, comme le font certains chroniqueurs spécialistes de l'ethno-histoire qui osent se comparer à Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop n'était pas un tâcheron de la recherche historique. Cheikh Anta Diop planait au-dessus de la recherche historique. Comme l'oiseau de Minerve qui prend son envol pour aller se déployer vers d'autres horizons. Donc Cheikh Anta Diop est celui qui a introduit l'histoire scientifique en Afrique noire. Mais il a considéré que l'Afrique était en fait l'épicentre de l'évolution de l'humanité. Et à partir de cet observatoire épicentrique, Cheikh Anta Diop a maintenant rendu possible l'intelligibilité de l'histoire de l'humanité à partir de tous les autres continents où l'Africain, effectivement, a eu à inaugurer son génie. Cela veut dire que Cheikh Anta Diop ne s'occupait pas seulement de l'histoire générale de l'Afrique, mais de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que l'UNESCO l'avait pressenti, ainsi que le professeur Obenga, le professeur Moussa Lam, le professeur Babacar Sall, pour participer au volume qui ensuite a été arrêté de l'histoire générale de l'humanité. Cheikh Anta Diop a participé au volume de l'histoire générale de l'humanité. Donc, c'est cela que Obenga appelle la nouvelle histoire. Dans un ouvrage intitulé « Pour une nouvelle histoire ». Mais, la question centrale que nous posons aujourd'hui, c'est dans cette quête des racines historiques africaines de l'humanité. Quel est le rôle joué par les peuples d'origine africaine, par les descendants de déportés africains? Ce rôle a été capital. Parce que ce sont ces peuples qui nous ont donné Anténor Firmin, qui nous ont donné Benito Sylvain, qui nous ont donné Henry Sylvester Williams, qui nous ont donné, effectivement, Martin Delaney, dont je reparlerai tout à l'heure, et qui nous ont donné Marcus Garvey. Autant de mousquetaires qui ont porté l'idéal du panafricanisme dans les temps contemporains. Cela veut dire que Molefi Assanté s'inscrit dans la tradition et en droite ligne de ceux-là même qui ont porté cet idéal. Que dit Molefi Assanté dans son ouvrage intitulé «
the Afrocentric idea. Il dit ceci. I do not stand alone in this enterprise. In fact, I am supported on every side by intellectual ancestors. The tradition of David Walker, William Edward Bargat Dabais, Ida Wells, Cheikh Anta Diop, and George Mona James serve as my inspiration. I consider myself an Éthiopien. Donc, je lis. Vous m'excuserez pour mon anglais. Je ne suis pas seul dans cette entreprise. De fait, j'ai été amené à suivre, à évoluer dans le sillage de quelques ancêtres intellectuels. La tradition de David Walker, de William Edward Bargat Dabais, de Ida Wells, Cheikh Anta Diop et George Mona James ont servi mon inspiration. Mais je me considère moi-même comme un Diopien. Molefi Asante. Donc, le professeur Obenga écrit, sous la protection souveraine de tels noms prestigieux, Molefi Kete Asante se montre d'une audace intellectuelle tout à fait remarquable. Il entend dès l'abord détruire les fausses constructions de l'ethnocentrisme occidental pour construire un espace théorique propre à la lecture de la civilisation africaine et apte à provoquer un immense sursaut du développement du génie africain. Son propos est par conséquent éminemment philosophique. Au demeurant, il sollicite, en les approuvant ou en les critiquant, des philosophes comme Aristote, Jacques Derrida, Husserl, Jung, Thomas Kuhn et Herbert Marcuse, Octavio Paz, Jean-Paul Sartre, Oswald Spengler, Placide Tempels, sans oublier l'école de Francfort. C'est-à-dire, il dit l'école de Francfort, mais moi je veux dire Adorno, Horkheimer, etc. Ça veut dire que le reproche qui est fait au professeur Santé, d'être dans le repli identitaire et de ne parler que des Noirs et des Africains, est un reproche infondé de la vie même du professeur Obenga. Donc, je retiens trois choses. La première chose, c'est la filiation intellectuelle reconnue par Molefi Asante qui aboutit, in fine, à une déclaration d'intention qui est celle d'être lui-même un Diopien. La deuxième chose que je retiens, c'est que Molefi Kete Asante a tenté une déconstruction de l'ethnocentrisme occidental et a voulu, sur les ruines de l'ethnocentrisme occidental, et ouvrir un espace théorique propre à la lecture de la civilisation africaine à partir du paradigme africain. N'est-ce pas? Le propos n'est pas anodin. Et non pas à partir du paradigme africaniste. Et cet espace doit maintenant permettre à l'Afrique de pouvoir maintenant évaluer de façon critique l'œuvre de certains Européens qui se sont positionnés comme étant eux-mêmes dans ce qu'on appelle la diversité des possibles. Il s'agit de Aristote dans l'Antiquité, de Jacques Derrida, celui qu'on appelle le théoricien de la déconstruction dans les temps modernes, de Husserl, c'est-à-dire celui qui s'occupe effectivement de tout ce qu'on appelle la phénoménologie de Husserl. Il s'agit de Jung, celui qui a introduit la théorie des archétypes, c'est-à-dire des inconscients collectifs dans la problématique psychanalytique. Il s'agit de Kuhn, celui qui a rédigé la structure des révolutions scientifiques, n'est-ce pas? Et celui qui a parlé de coupure épistémologique après Bachelard. Il s'agit de Herbert Marcuse, celui-là même qui a rédigé l'homme unidimensionnel. Il s'agit de Octavio Paz, de Jean-Paul Sartre, qui se réclame de l'existentialisme, et de Oswald Spengler, celui-là même qui a écrit Le déclin de l'Occident
un ouvrage dont on ne nous parle plus jamais, de Placide Tempels, la philosophie bantoue, et enfin de l'école de Francfort, c'est-à-dire Adorno, Horkheimer, et aussi, pourquoi ne pas le dire, Walter Benjamin. Donc, ce que nous voulons dire ici, c'est que comment en est-il arrivé à asseoir son projet d'une théorie radicalement nouvelle qui va rendre compte à partir du paradigme africain, au sens de Kuhn, l'intelligibilité des civilisations qui ont été le fruit du génie africain. Partout, sur tous les continents, et spécifiquement aux États-Unis d'Amérique où il est né. Cette ambition de Molefi Kete Asante est pour nous en même temps une exigence. Qu'est-ce que ça dit? Une exigence dans le sens où nous allons vouloir faire l'archéologie de la pensée américaine. Et nous nous sommes rendus compte que cette pensée américaine était dominée par la suprématie blanche. White supremacy. Donc, cela veut dire que quand il va naître, donc au moment où il naît, le 14 août 1942, à Valdosta, dans l'état de Géorgie, Molefi Kete Asante s'appelait Arthur Lee Smith Jr. Il était justement déjà dans une famille chrétienne. Car son père, Arthur Lee, et sa mère, Lily Wickson Smith, eh bien, ils ont eu 16 enfants. Et lui, il était le 4e. Mais le plus doué. Mais il faut dire que quand on dit qu'un enfant est doué, on oublie une chose, c'est que tout être humain est doué. Ça dépend dans quel domaine. Mais on appelle doués ceux qui sont précoces. C'est-à-dire ceux qui cherchent à comprendre là où tout le monde pense que les choses sont déjà réglées. Ceux qui remuent ce qu'on appelle l'opacité de l'être. Donc, Molefi Asante va donc s'orienter vers ce qu'on appelle la critique du christianisme. Dès ses études secondaires, il est admis à ce qu'on appelle Southwestern Christian College. Et il obtient ce qu'on appelle aux États-Unis Associate Degree en 1962. Moi, je naissais à l'époque. Puis, il poursuit ses études supérieures à Oklahoma Christian University. Là-bas, il va obtenir dans l'Oklahoma ce qu'on appelle Bachelor of Arts, c'est-à-dire ce qui équivaut à notre licence d'aujourd'hui. C'était donc 2 ans après, en 1964. Il est ensuite intégré avec les honneurs à l'université Pepperdine à Malibu, en Californie, où il sort majeur dans ce qu'on appelle Master of Arts. Nous sommes en 1965. Jamais quelqu'un en 3 ans n'a gravi de tels échelons. À part un seul phénomène, Dubais, dont nous avions parlé récemment, et qui n'était d'ailleurs pas modeste. Donc, en 1968, il obtient son doctorat, PhD, en communication à l'Université de Californie, donc à Los Angeles. Molefi Kete Asante, si quelqu'un veut savoir tout son parcours, les États-Unis ont ceci de particulier, que vous pouvez directement prendre votre ordinateur et vous connecter sur la bibliothèque du Congrès. http id.loc, c'est-à-dire loc.gov, authorities, numéro, c'est-à-dire N 800 605 04. Et vous avez tous les éléments concernant Molefi Asante. C'est-à-dire son parcours intellectuel. Le temps nous manque évidemment pour mettre l'accent sur tous ces points. Quoi qu'il en soit, retenons que dès qu'il arrive à Nashville Christian Institute, il va commencer à réunir des étudiants noirs. Et ces étudiants noirs vont étudier ce qu'on appelle le discours officiel
de la théologie chrétienne. La théologie chrétienne a donné naissance à une philosophie. Cette philosophie, c'est la philosophie qui remonte déjà à la littérature patristique. Ça dit Origène, Irénée de Lyon, tous ces gens-là. Puis plus tard, à saint Thomas d'Aquin, à Guillaume d'Occam, à saint Augustin, qui était un berbère comme Zidane, un kabyle tout au moins. Et tout cela, il va théoriser cela. C'est-à-dire, il existe un discours chrétien apologétique qui justifie le fait que le christianisme est la dernière religion universelle. La religion universelle. Il y a deux choses que nous devons interroger. La première, c'est la notion de religion. C'est quoi une religion? Une religion, c'est une tentative de relier, d'où religio religare, le monde dans lequel nous vivons, it et nunc, ici et maintenant, et un arrière-monde qu'on prétend être le terminus ad quo de l'homme après son parcours sur terre, quand il a combattu le péché. Quand il a combattu le péché originel, quand il a combattu le péché véniel, et quand il a combattu le péché capital. À ce moment-là, l'espérance que porte Jésus-Christ, qui est mort, crucifié, qui a ressuscité d'entre les morts, et qui a amorcé son ascension pour aller s'installer triomphalement à la droite du Père, mais qui par amour pour l'humanité a préféré revenir parmi ceux qui l'ont crucifié, dont nous ne connaissons jusqu'à présent pas le nom. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était des Juifs. Donc, une première chose que je peux dire d'ores et déjà, les nègres n'ont rien à voir avec cette histoire de crucifixion. C'était pas nous qui l'avions crucifié. Donc, c'est nous qui, justement, lorsqu'on le suit, on se fait crucifier. Donc, la question que nous posons, c'est que le noir n'a pas à avoir de culpabilité et à faire de l'autoculpabilité sur une affaire qui ne le concerne ni de près ni de loin. Si je voulais me mettre cruel, je dirais que il a déjà été crucifié. Donc, c'est fait. On ne doit pas revenir tout le temps sur ce qui est fait. On doit laisser le nègre avancer sur son propre chemin. Voilà ma position radicale sur cette question-là. Donc, cette mise en scène morbide d'une mort sur la croix, une mort ignominieuse, est devenue maintenant quelque chose dont on réclame aux Noirs qu'ils rendent compte du péché qui a fait qu'on a crucifié le Christ. Je me pose même la question de savoir s'il y avait un seul Noir quand il y a eu cette crucifixion. D'après leur propre témoignage, et excusez-moi l'expression, totalement invraisemblable. Quoi qu'il en soit, Molefi Assanté se pose deux questions. La première, qu'est-ce qui fait que ceux-là même qui disent qu'il faut relier le monde visible au monde invisible, dans lequel en fait tout se passe, alors que nos ancêtres ont dit, tu ne peux être justifié que lorsque sur terre, tu as agi conformément à la marque. Chez eux, c'est le contraire. C'est dans le ciel que tout se passe. De sorte que les esclavagistes, les tortionnaires, tout ça, ils iront au même paradis que leurs esclaves. Ce qui est un déni de justice absolue. Et chacun en conviendra. Toute personne qui a le bon sens, qui a doué de bon sens. Donc, si je suis bien clair là-dessus, ça veut dire que pour pouvoir
laisser les biens que tu as sur terre, qui sont décrétés éphémères par ceux-là même qui s'accrochent à leurs biens. On te dit que tu vas ressusciter. Et que tu vas ressusciter, il faut que tu aies la foi en cette résurrection. La foi, c'est-à-dire l'adhésion aveugle et non raisonnée à des dogmes. Donc, un de ces dogmes est parti du point de vue d'un individu qui est un criminel multirécidiviste et qu'on appelle Saint Paul. Et que moi j'appelle assassin Paul. Et cet individu, il jetait des noirs, des coptes à des lions, dans des fosses, où les lions étaient laissés affamer plusieurs jours. Et après, on vient dire que c'est lui qui va maintenant porter les gens vers l'espérance de cette probable résurrection. D'où l'histoire absolument irréelle, invraisemblable, de sa repentance sur le chemin de Damas. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui va envoyer les épîtres. Épîtres aux Galates, épîtres aux Corinthiens, épîtres aux Thessaloniciens, épîtres aux Éphésiens, etc. Et ces épîtres, finalement, vont permettre d'allonger le royaume du Christ. Par quoi? Par des croisades. Le dénominateur commun entre le christianisme, le judaïsme et l'islam, c'est que toutes ces trois religions n'ont pas comme noyau doctrinal la Maat, mais la guerre sainte. Comment une guerre peut être sainte? Comment une guerre peut être sainte? Voilà pourquoi on dit qu'il y a des saints. Les saints, c'est qui? C'est des guerriers qui sont partis dans l'au-delà pour pouvoir retrouver l'éternité. C'est ça les saints. Et là où on a versé le plus de sang, on appelle ça la terre sainte. Donc, cette épopée sanguinaire que Urbain II va inaugurer à travers les croisades, c'est avec quel but? Capturer le maximum de Sarrasins et de morts, c'est-à-dire des Noirs, et les esclavagiser pour les faire travailler pour l'Église. Donc cela veut dire que le christianisme théologiquement est antimatique contre la Maat. À la place de la Maat, il y a la guerre sainte qu'on appelle les croisades. Le judaïsme a fait de même en justifiant le génocide des Cananéens dans le livre de Josué. Quant à l'islam, ils ont dit qu'il y a la djihad. Et aujourd'hui, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne dise qu'on est étonné qu'ils se soient encore radicalisés. Mais depuis l'Antiquité, ils n'étaient pas radicalisés. C'est leur étonnement qui m'étonne. Donc, à partir de ces considérations, trois choses vont maintenant se mettre en place. La première, c'est que les religions les plus violentes de l'humanité, ce sont les religions abrahamiques dites révélées. Si on daignait faire la comptabilité macabre de leur guerre de religion, eh bien, on verrait que ça dépasse l'entendement. Deuxièmement, cette violence est justifiée par la volonté de Dieu. On dit que c'est la volonté de Dieu qui justifie le recours à la violence. Donc, le glaive et l'épée deviennent maintenant les armes de ce qu'on appelle les soldats du Christ. De ce qu'on appelle les fous d'Allah. Sans compter ce qu'on appelle aussi les rabbins enragés. Tel est le scénario dans lequel l'humanité aujourd'hui croupit. Croupit de dépit. Donc, ce que je veux dire ici, il faut interroger donc la légitimité de cette violence. Et la légitimité de cette violence est due au fait que c'est Dieu qui a demandé. C'est la volonté divine. Les Cananéens ont été exterminés par la volonté divine. Les Amérindiens ont été exterminés par la volonté divine. Mais quand cette volonté divine, furieuse, s'invite à travers l'itinérisme et le nazisme,
et commence à frapper des blancs, et non pas des non-blancs, à ce moment-là, on dit que nous avons affaire à un totalitarisme. Le totalitarisme n'a pas existé quand on exterminait les Amérindiens. Ça n'a pas existé quand on faisait la traite négrière avec la caution et l'onction du pape, à travers des documents qu'on appelle les bulles pontificales. Et le troisième concept, c'est que la violence légitime conduit à justifier maintenant ce qu'on appelle l'exploitation et la généralisation de l'esclavage. Et on dit oui, c'est normal qu'on les exploite. Alors, pourquoi on les exploite? Eh bien, les Juifs disent, c'est parce qu'ils sont taillés. Ah! Ok. Mais pourquoi alors les chrétiens aussi exploitent les gens? Les chrétiens disent que c'est parce qu'ils sont tout simplement idolâtres. Et dans le cas de l'Afrique, c'est aggravé par le fétichisme. Ça, c'est les Portugais qui l'ont dit. Le fétichisme. C'est-à-dire le fait de se mettre à faire des galipettes et un certain nombre de, excusez-moi, d'exercices totalement ridicules devant une croix où on a simulé la crucifixion. Une croix, un bois. C'est pas du fétichisme. C'est pas du idolâtre. Quant aux musulmans, eux, ils disent qu'il faut aller à la Mecque pour lapider l'endroit où il y avait Satan. Et Satan est noir. Mais en même temps, ils ont pris l'endroit que les Noirs avaient, c'est-à-dire la Kaaba. Et ils ont dit que c'est l'endroit où il faut aller prier, que c'est la pierre sacrée noire, qui était en fait la pierre des Sabéens, couchite, noire. Pourquoi la pierre sacrée n'est pas blanche? Donc, la question, c'est l'interrogation sur la justification de l'esclavage. Donc, on commence d'abord par proclamer la légitimité de la violence. Ensuite, on proclame le monopole de la violence légitime par Dieu, par la volonté de Dieu. Et à la fin, on dit que l'esclavage est la conséquence de cette volonté de Dieu. Donc, le problème fondamental qui est soulevé, c'est est-ce que Dieu, ou plus précisément un Dieu d'amour, peut justifier la violence? Je voudrais être très clair. La Bible hébraïque est un livre de violence, justification de la violence. Des 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque et qu'on attribue à Moïse, jusqu'à tous les autres livres, y compris Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, le livre des Nombres, tous ces livres-là, Ecclésiaste, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, l'entreprise n'est pas celle de la dévotion à un Dieu d'amour. L'entreprise, c'est une guerre autoproclamée sainte dont la finalité est de s'emparer des terres, des païens, des fétichistes et des autres qu'on appelle kafirs, majous. Ça, c'est les Arabes qui disent ça. Les gens qui sont privés de Dieu, les mécréants, les infidèles. Donc, ce que je veux dire ici, la première chose qui est remarquable dans la lecture de ces auteurs américains, africains-américains, dont le précurseur s'appelle en réalité Martin Delany. Martin Robinson Delany. Donc, la première chose, c'est pourquoi la violence s'est abattue sur le peuple noir. Quelle est l'origine et la justification de la violence des violences, qui est l'esclavage, c'est-à-dire la déshumanisation, au point de faire de l'homme une bête de somme. Quelle est cette origine?
Car l'idée, c'est de diagnostiquer le mal. Et à partir de diagnostics correctement posés, on peut alors se poser la question suivante. Est-ce qu'on peut continuer à porter le nom de gens qui ont été des esclavagistes, des monstres? C'est ce nom-là qu'on appelle slave name. Je lis ici. En 1976, Asante choisit de se débarrasser du nom de sa famille, c'est-à-dire Arthur Lee Smith, comme un nom d'esclave. Comme un nom d'esclave. 4 années avant, il avait visité le Ghana. Parce que la première chose que l'Africain qui connaît le blanc, qu'il a vu à l'œuvre, dans sa monstruosité, dans les champs, fait, c'est qu'il ne prend plus au sérieux la version que le blanc donne sur l'histoire de ses ancêtres. Donc il va aller vérifier, c'est-à-dire le doute, la faille, et il va vérifier. Pour vérifier, il faut faire ce qu'on appelle le pèlerinage. Ce pèlerinage l'amène au Ghana. Nous sommes en 1972. Je donne la parole à Molefi Asante. In 1972, I visited Ghana during the first of what were to be 18 trips to Africa. Over the next 20 years, UCLA had graciously consented to allow me to visit Africa in my capacity as the director of the Center for Afro-American Studies. When I finally reached the library of, at the University of Ghana, Legon, I asked the librarian whether my book, The Rhetoric of Black Revolution, had reached his campus. He replied, yes, but I thought the author, Arthur Smith, was Englishman. He could not understand how a person with an African phenotype could have an English name, or so it seemed to me. Nevertheless, it was a profound encounter for an African American. I vowed then and there that I would change my name. The name Arthur Smith, Arthur Lee Smith Jr., inherited from my father, has been betrayed by the dudgeon of my American experience. Soon thereafter, I took a Soto, the Soto name, the Soto, c'est-à-dire Afrique du Sud, un nom de Basuto, Afrique du Sud, Molefi, which means one who gives and keeps the traditions. And the Asante, let's name Asante, from the Twi language. My father was elated. Voilà donc ce que j'appelle la profession de foi de l'abandon du nom d'esclave par Molefi Kete Asante. Donc, cela veut dire que l'engagement d'un homme doit être total. Un homme ne peut pas dire qu'il a pour vocation et pour mission de sortir l'Afrique de l'esclavage tout en portant lui-même un nom d'esclave. Ou plutôt, c'est plus grave même, un nom d'esclavagiste. C'est cela qu'on appelle des hommes conséquents. Un homme conséquent, avec tout ce que cela implique. Donc, des hommes conséquents, il n'y en a pas tant que ça.
Ce ne sont pas tous les auteurs africains-américains qui ont changé leur nom. Beaucoup ont gardé leur nom. Le fait de changer de nom, de prendre un nom qui vient d'Afrique du Sud et un autre nom qui vient du Ghana, sans compter le nom Kété, qui vient aussi du Ghana, ça veut dire qu'il prend plusieurs régions du continent. Donc il a panafricanisé son identité. Molefi Kété Asante a panafricanisé son identité. Et donc, la question la plus importante est celle-ci. Pourquoi a-t-il choisi ce qui l'a poussé à prendre ce nom-là? Parce que déjà lui-même, il doit s'afrocentrer. Il doit mettre l'Afrique au cœur de son identité personnelle. C'est le premier engagement. Parce que le fait de prendre des noms du continent africain, ça veut dire qu'on renoue avec l'identité africaine. Il n'y a pas d'identité avec un nom d'esclave. Donc aujourd'hui, de même que moi, on a dit que je m'appelais Jean-Charles Gomez. Ce qui est la plus grave insulte qu'on puisse faire à un être humain qui aspire à suivre le chemin de Molefi Asante. J'ai dit non. Mon nom, c'est le nom Kovi, qui s'il était prononcé au Ghana, comme Molefi Asante l'a fait, aurait donné Kwevi. Et pareil en Côte d'Ivoire, chez les Akans. Et j'ai ajouté qu'il y a l'ancêtre que je suis, qui est Kovi, c'est-à-dire l'ancêtre qui est de retour, l'ancêtre Adja Tado, l'ancêtre Adja de Tado, qui est de retour. Mais il y a aussi l'ancêtre de Tameri, qui est de retour, qui s'appelait Rekmire. Et donc, j'ai dit que je suis votre serviteur et que le premier qui m'appelle encore Gomez, je vais considérer ça comme un casus belli, c'est-à-dire un acte de déclaration de guerre. Je mets en demeure les nègres. De même que personne n'appelle le professeur Molefi Asante Smith, il ne faut plus jamais m'appeler Gomez. C'est un nom dont j'ai honte et que je porte comme une plaie sur la substance identitaire qui est la mienne. Donc, j'en profite pour dire, l'afrocentricité, qu'est-ce que c'est? Pour savoir le premier sens qui a été attribué à ce terme, il faut lire, là aussi, à la Bibliothèque des Congrès, les deux seuls volumes, les deux seules revues de Afrocentricity Review que Martin Robinson Delaney et ses disciples ont livré. Afrocentricity Review, numéro 1, numéro 2. De même que un white man venu d'Irlande, venu d'Écosse, venu du pays de Galles, venu d'Angleterre, pour aller aux États-Unis, en tant que repris de justice, destiné à faire carrière en tant que colon et accessoirement esclavagiste. De même que il n'a jamais renié son nom. Il a toujours mis au centre de sa vision de la culture, de sa vision de l'économie, de sa vision de la politique, de sa vision du droit. Il a toujours mis au centre l'Europe. Donc il a toujours été eurocentrique.
C'est après qu'il est devenu eurocentriste. Parce que à partir de cette centralité de la civilisation européenne, il a ensuite dit que il était supérieur sur le plan de la race à toutes les autres civilisations, et notamment à tous les autres peuples qui se sont retrouvés en Amérique. Mais nous ne pouvons pas contester la légitimité pour lui de mettre au centre de ce projet l'Europe, puisqu'il est européen. Comme il y a un principe qui régit les relations humaines, qu'on appelle le principe de réciprocité, Martin Delaney Robinson dit que l'Africain a toute légitimité à mettre au cœur de ses projets culturels, de sa vision culturelle, de sa vision sociale, de sa vision économique et de sa vision juridique, que sais-je, l'Afrique. Afrocentricity. Donc, je restitue la définition de, effectivement, Martin Delaney. C'est que l'afrocentrisme, c'est l'acte souverain par lequel l'Africain déporté et ses descendants mettent au centre de leur projet civilisationnel leur continent d'origine qui est l'Afrique. Quoi de plus légitime? Où est le problème? Est-ce qu'en faisant cela, ils empêchent les Blancs de dormir? Quel est le problème? Eh bien, je vais vous dire le problème. Le problème, c'est que quand tu veux mettre l'Afrique, il faut commencer par l'histoire d'Afrique. Et quand tu commences l'histoire d'Afrique, tu tombes sur l'Égypte ancienne. Donc, Martin Delaney était lui-même égyptologue. Nous allons bientôt faire une démonstration publique. C'est-à-dire pendant plus de 5 heures, je vais apprendre les hiéroglyphes au noir en direct et en live. Personne n'a jamais fait ça avant moi. Je vais le faire parce que je suis le scribe descendant et disciple des scribes Cheikh Anta Diop et Mwene Nzale Obenga. Théophile, c'est le nom que les missionnaires lui ont donné. Et comme je suis en train de récuser tous les noms d'esclaves, je ne peux pas accepter que mon maître puisse s'appeler Théophile. Il s'appelait Mwene Nzale Obenga. Ce nom-là, quand je dis ça, je suis heureux. Mwene Nzale Obenga. Et j'ajoute parfois Mwalimu Mwene Nzale Obenga. Mwalimu. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qui est légitime pour eux ne l'est pas pour nous. On n'a pas le droit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose qu'ils avaient fait. C'est-à-dire, ils nous ont prêté leur propre disposition intellectuelle, morale, en disant que c'est l'afrocentrisme qu'on a fait. Ce n'est pas l'afrocentricité, c'est l'afrocentrisme. Et comment ils définissent l'afrocentrisme? Ils définissent l'afrocentrisme comme un renversement de la théorie raciste de Gobineau au profit des Noirs. C'est un gobinisme noir. Mais il se trouve qu'aucun Noir n'a jamais écrit un livre comme de l'inégalité des races humaines. Aucun Noir. Les Noirs ont écrit le contraire de l'égalité des races humaines. Et c'est l'honneur d'un ténor humain. Donc, laïcien. Donc, ce que je veux dire ici, il faut que ce soit clair. L'afrocentrisme est le malin génie et le démon inventé par Frankenstein, c'est-à-dire le locoderme comme illusionniste qui s'invente son propre malin génie en disant que c'est ça qui le combat. Ça s'appelle le monstre de Frankenstein. L'afrocentrisme, c'est le monstre de Frankenstein. Je suis le premier Africain du continent à avoir fait une réplique à ce que j'appelle cette ruse. C'est-à-dire la mutation de l'afrocentricité en afrocentrisme. Je suis le premier. Dans un texte qui est sur Internet, c'est une conférence intitulée « L'éloge de l'afrocentricité et la fin
de l'afrocentrisme. L'éloge de l'afrocentricité est la fin de l'afrocentrisme. Et j'ai dit que autopsie d'une imposture scientifique. J'aurais pu ajouter même d'une imposture pseudo-scientifique. Molefi Assanté, après la visite de Cheikh Anta Diop, voit maintenant que depuis 1976, je dirais même depuis 1972, 2 ans avant le colloque du Caire, il s'était engagé dans la même voie. C'est-à-dire la réhabilitation des humanités africaines, des humanités classiques africaines, à partir du génie de l'Égypte antique et du génie de la Nubie, qu'on appelle l'Éthiopie des anciens à tort. C'est les Grecs qui rappelaient ça Éthiopie. Et après, il est parti en quête des autres civilisations. La civilisation d'Aksum, toutes les autres civilisations que j'avais énumérées précédemment. Et quelle est la définition que Molefi Assanté donne de l'afrocentrisme? C'est dans de l'afrocentricité. C'est dans Afrocentric Idea. Voici la définition. The crystallization of this critical perspective I have named Afrocentricity, which means literally placing African ideal at the center of any analysis that involves African culture and behavior. Assanté. La cristallisation de cette perspective critique que j'ai été amené à nommer afrocentricité, ce qui implique, ce qui signifie littéralement qu'il convient de placer l'idéal africain au centre de toute analyse qui engage ou qui a pour objet la culture et le comportement de l'Afrique, de l'Africain. The behavior, le comportement. Ça, en fait, ce n'est pas le comportement, c'est les mœurs. J'ajouterai même, parce que je suis très bon en anglais aussi, j'ajouterai aussi les us et coutumes. Le jour où je serai invité aux États-Unis, je ferai une leçon inaugurale pour le professeur Assanté. Et je ne doute pas qu'il a reçu 5 sur 5, ce que je viens de dire ce soir. Car je suis un des plus capables et des plus aptes, légitimes, à dégager l'originalité de sa pensée. Parmi les nègres qui sont sous tutelle et curatelle française. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Molefi Assanté a une différence avec Martin Delaney. Cette différence, c'est que Martin Delaney dit il faut mettre l'Afrique au centre. Et Molefi Assanté dit il faut mettre l'idéal africain. Attention, parce que beaucoup d'Africains ne voient pas cette nuance. Car la première chose qu'on fait, lorsqu'on fait l'histoire des idées, la première chose qu'on fait, c'est comment les hommes sont-ils appelés à se surpasser dans le domaine de la culture, c'est ça qu'on appelle des génies, pour porter au haut les autres hommes. Les autres hommes qui n'ont pas les mêmes aptitudes, qui n'ont pas la même volonté, qui n'ont pas le même engagement. Comment ils font? Ben, ils proposent un idéal. La question que je pose aujourd'hui, c'est celle-ci. Quel est l'idéal que porte Idriss Déby? Et tout long. À part le fait de mourir au pouvoir. Quel est l'idéal que propose Paul Biya? Quel est l'idéal que propose Faure Gnassingbé?
Quel est l'idéal que propose Ouattara Draman? Pourquoi je parle de Ouattara Draman? Parce que Molefi Assanté s'est engagé contre l'intervention étrangère en Côte d'Ivoire. Et il a défendu la souveraineté de la Côte d'Ivoire, là où beaucoup d'Africains n'ont pas bougé. Ils se disent intellectuels engagés. Ils voient qu'on bombarde des gens. On tue 4000 personnes sur leur continent. Et ils sont silencieux. Pourquoi ce silence assourdissant? Parce qu'ils ont besoin de temps en temps d'aller dans les sommets de la francophonie, hein, d'aller dans des colloques inutiles où, effectivement, on défère à ce que j'appelle la théâtralisation de l'aliénation et de la souffrance nègre. Donc, voilà pourquoi ils sont restés silencieux. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des pseudo-intellectuels africains engagés. On ne les voit jamais sur le champ de bataille. Même la bataille des idées et des idéaux. Car ce qui est en jeu ici, c'est l'idéal. Quel est l'idéal qu'on propose à la jeunesse africaine aujourd'hui? Pourquoi la jeunesse africaine préfère aller mourir en mer, dans la Méditerranée, en fuyant l'Afrique, considérée comme un enfer sur terre, et pour aller vers un Eldorado imaginaire de l'Europe, où les discriminations les attendent? Quand on ne parle pas des camps en Libye, où ils sont torturés, leurs organes prélevés et vendus, et leurs femmes effectivement violentées. Donc la question centrale est celle-ci. Et ça, c'est la question proposée par l'afrocentricité, dans l'acception stricte de Molefi Assanté. Cette question, c'est l'Afrique a besoin d'un idéal. L'Afrique a besoin d'un idéal. En fait, je vais même plus loin. La plus grande souffrance de l'Afrique, ce n'est pas que les Blancs occupent nos pays et les pillent, avec la complicité de quelques nègres. C'est parce que ceux qui veulent résister à cette entreprise de pillage, hein, ils n'ont pas d'idéal. Je vais même plus loin. Ils n'ont pas d'idéal mobilisateur. Le peuple africain n'a pas d'idéal mobilisateur. Et l'afrocentricité est une réponse et propose un idéal. La différence entre le behaviorisme dont parle Molefi Assanté et le behaviorisme de la white supremacy, qui est une théorie psychologique du mal européen dominant, qui a été inventée par l'américain John Watson. Il est né en 1878, il est mort en 1958. Le behaviorisme dont on parle, c'est le behaviorisme qui procède de l'idéal africain nouveau. L'idéal mobilisateur nouveau. Donc, c'est une théorie psychologique en fait. Ça veut dire quoi? Il faut mobiliser toutes les ressources psychologiques de l'homme africain, hein, pour pouvoir restaurer la souveraineté de l'Afrique et son unité et sa liberté. Souveraineté, unité, liberté. Souveraineté, unité, liberté. La souveraineté en lieu et place du développement. L'unité en lieu et place de ce qu'on appelle une constellation d'États nés. Nés face à des grandes puissances et des superpuissances. C'est-à-dire pot de terre contre pot de fer. Troisièmement, la liberté. La liberté, c'est quoi? C'est pas que l'Europe décrète que tous les hommes naissent libres et égaux dans une déclaration des droits de l'homme qui ne concerne que les hommes blancs. D'accord? La liberté, c'est le fait que les Africains renouent avec la charte du Mandé, avec les constitutions de l'Égypte antique, avec tout ce qui a proclamé que la liberté n'est pas l'apanage d'une race. Et ceux qui ont élaboré ça, c'est des gens qui sortaient de l'esclavage. Ils avaient quel nom? Ils s'appelaient Boukman Douti. Ils avaient quel nom? Ils s'appelaient Jean-François. Ils s'appelaient Biasou. Ils s'appelaient Toussaint Louverture, Dessalines, Boiron-Tonnerre, tout ça. C'est la révolution haïtienne qui a restauré, aux yeux de Molefi Assanté, l'idéal de la souveraineté, l'idéal
de la liberté. Et l'idéal, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc tout ça là, quand vous mettez tout ça ensemble, quel est le moteur de tout ça? C'est la dignité. Un peuple sans dignité ne peut pas prétendre au respect. Parce que le behaviorisme montre que ton comportement même exclut le respect. Ton comportement, ta démarche comportementale, psychiquement parlant, c'est une démarche qu'on appelle comment? Mental slavery, l'esclavage mental. Mental slavery. Tous les présidents africains sont taraudés par l'esclavage mental. Il n'a que de voir leur comportement. Par exemple, chaque fois qu'il y avait le sommet de Vittel, Mitterrand se met devant, comme le maître d'école. C'est comme ça les photos. Et tous les nègres sont derrière. Et donc, ils se battent pour être devant. Donc, le plus petit, qui met des hauts talons, Omar Bongo, hein, lui, il veut toujours être devant. Et comme il était plus petit encore que Oufoué, ainsi de suite. Les petits devant, les grands derrière. Et les grands, c'est qui? Ben, c'est les cancres. C'est les cancres. Donc, ce que je veux dire, même dans le symbolisme des sommets franco-africains, c'est l'humiliation des dirigeants africains. Leur infantilisation. Est-ce que cela peut être une preuve de dignité? Or, un peuple est à l'image de ceux qui le représentent. Ou plutôt, ceux qui représentent un peuple doivent avoir l'image de la dignité de ce peuple. Or, on met qui? On met des esclaves, hein, ayant la mentalité d'esclaves. Voilà ce qu'on met devant pour dire que c'est l'Afrique. Et les Molefi Santé, qui sont descendants de peuples à qui on a dit que nous les avons vendus. Ils voient des chefs d'État qui ont le comportement, effectivement, de gens qui peuvent vendre leur peuple. Vendre son pétrole, vendre son manganèse, diamant, cobalt, vendre même le coltan, vendre tout ce que ce peuple a. Pourquoi? Pour combien? Pour des miettes. Si tu vends au moins, et tu prends beaucoup, mais on peut au moins dire, mais tu as marchandé correctement. Tu vois? Et en plus, quand ils ont fini de prendre les miettes, ils mettent les miettes où? Dans les banques de ceux à qui ils ont vendu. Là, le mot me manque. Donc, le problème, l'afrocentricité, est né de la nécessité de projeter une image moins déficitaire de l'Afrique et des Africains en projetant une image illuminée par l'idéal de la restauration de la dignité africaine. Voilà comment je comprends. En général, quand je comprends sérieusement. Sinon, je ne fais pas. Donc, le problème aujourd'hui, c'est celui-ci. L'afrocentricité. Conçue comme le fait de recentrer au cœur de notre projet civilisationnel l'idéal africain. Mobilisateur. Parce que reflétant la dignité. Parce que reflétant l'aspiration à la souveraineté. L'aspiration à la liberté, etc. C'est ça qui est la théorie révolutionnaire des temps contemporains. La théorie révolutionnaire des temps contemporains, c'est l'afrocentricité. Parce que le problème de l'Africain, c'est un problème de déficit d'image. C'est un problème aussi de perception de soi à partir d'un complexe d'infériorité. Troisièmement, c'est aussi un problème d'incapacité à prendre la décision pour se sacrifier pour son peuple. C'est enfin le fait qu'on aime uniquement les billets éphémères et on met au-dessus de son peuple l'amour de l'argent. Molefi Asante. Et Molefi Asante dit, de même qu'on ne peut pas porter un nom comme Smith ou comme Gomez en disant qu'on est leader de ce peuple. Parce que le leadership, c'est l'avant-garde éclairée de ceux qui demain vont porter cet idéal africain. De même, on doit s'habiller en africain. Car notre peuple ne s'habillait pas
avec des manteaux de fourrure. Nous étions dans les tropiques. Donc nous, on avait une manière de nous habiller. Et l'Africain, il a des habits qui reflètent les couleurs vives du soleil. Voilà. L'Africain est un être de lumière, un être solaire. Par conséquent, ses accoutrements dégagent la lumière. Donc, Molefi Assanté, ayant dit cela, cela a entraîné ce qu'on appelle maintenant Afrocentricity Fashion. La manière de s'habiller. Afrocentricity. D'abord, la prochaine fois, je vais commencer à m'habiller comme Molefi Assanté. C'est une décision que je prends devant la mer ce soir. Mais, Afrocentricity Fashion, ça n'a pas de sens si on ne réhabilite pas la langue dans laquelle nos ancêtres ont produit des œuvres de génie. Je dis bien, je pèse mes mots, hein. Les langues dans lesquelles nos ancêtres ont produit des œuvres de génie. Il va jusqu'à dire que les maisons que nous habitons doivent être comme l'architecture de Guinée, comme l'architecture de l'Égypte antique, comme l'architecture... Si on te voit dans des ranchs de Californie, comme Dallas, Sue Ellen, etc., c'est que tu es déjà même en dehors de la projection de cette dignité. Tout ce que le noir fait, et tout ce que le noir touche, doit refléter l'idéal africain. Je dis bien, tout ce que le noir fait, et tout ce que le noir touche, cela va très loin. Hein? Ça dit, si tu viens avec une femme blanche, alors que tu es noir, ce n'est pas l'afrocentricité. Parce que, si tu considères que la dignité est consubstantielle à l'africanité, celle qui t'accompagne doit être le reflet de la beauté et de l'africanité. C'est cette cohérence afrocentrique qui nous a impressionnés. Cette cohérence afrocentrique qui nous a impressionnés. Donc, ce que nous voulons, c'est d'abord que ceux qui sont dominés par la France, les Béninois, en guillemets, tous ces drapeaux n'ont rien à voir avec nous. Les Brazzavillois du Congo, ceux qui ont pris le nom de Savognan de Brazza, celui-là même qui a violé les femmes batékées. Les Tchadiens, les Sénégalais, y compris les Sénégalois ségoriens. Tous ces gens-là, ils doivent retourner à l'école de l'afrocentricité. Alors, je finis en disant ceci. L'afrocentricité est une révolution culturelle, mentale, morale et psychologique. Si cette révolution n'est pas opérée, le noir ne peut pas faire des miracles en économie. Le noir ne peut pas inventer des formes de gouvernance de l'État qui soient conformes à son génie. Le noir ne peut rien faire sur la terre. Même les romans qu'il va écrire seront des romans d'imitation servile de Victor Hugo. Et ce genre de style, exercice de style que font les Mabankou et consorts. Que font les Mabankou et consorts. Je ne voulais pas citer Mabankou, parce que c'est un frère. Mais je parle de ce qu'il fait. C'est un frère, très humain. Mais je parle de ce qu'il fait. Et pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il pense que pour qu'il y ait des chefs-d'œuvre romanesques, il faut que les clichés, les stéréotypes que les blancs ont sur les noirs, il les reflète dans son imaginaire. Comme ça, on va lui donner des prix. Des prix littéraires. Comme ça, il va se vanter. Je suis le dernier Renaudot africain. Le prix Renaudot. C'est quoi même ces histoires de prix? Eh bien, les prix, ce sont les colliers qu'on met au cou des bêtes de somme qu'on va abattre dans l'instant suivant. C'est ça le prix. Les colliers de servitude. Voilà ma position sur cette question-là. Tous ces prix que les nègres sont en train d'utiliser dans une prétendue littérature africaine d'expression française. Est-ce qu'on imagine une littérature française d'expression africaine? Pourquoi le principe de réciprocité là aussi ne joue pas? Donc, pour terminer, je dirais ceci.
Et je m'excuse, parce que l'introduction est longue, mais après le reste sera court. Hein, parce que ça va couler de soi. Je m'excuse. Molefi Assanté insiste sur un dernier point. C'est qu'il est impossible que les Africains aient un futur. Un futur. Si ils ne se tournent pas vers la vallée du Nil. Parce que c'est dans la vallée du Nil qu'il y a eu la cristallisation de ce génie africain, à partir duquel nous allons restaurer l'idéal africain. Molefi Assanté écrit, ce sera la dernière phrase que je vais citer. The Afrocentric analysis reestablish the centrality of the ancient Kemetic civilization and the Nile Valley cultural complex as point of reference for an African perspective in much the same way as Greece and Rome serve as reference points for the European world. Molefi Assanté. Je traduis. L'analyse afrocentrique restaure ou rétablit la centralité de l'ancienne civilisation kémitique de la vallée du Nil, son complexe culturel, comme le point de référence de la perspective africaine, dans le même sens que la Grèce et Rome ont servi de référence, ont servi de point de référence pour le monde européen. Donc, ce n'est plus le principe de la réciprocité, mais le principe de la simultanéité. Les humanités classiques gréco-romaines ont été précédées par les humanités classiques égypto-libyennes. Je vais même plus loin. Et c'est un des points soulignés par Molefi Assanté. Ce sont les Grecs même qui disent qu'ils ont été abreuvés à toutes les sciences dans la vallée du Nil et nulle part ailleurs. Ce témoignage concordant des Grecs, de Thalès à Onésicrite et Théodète, constitue un fait impressionnant que l'érudition moderne, dit Cheikh Anta Diop, n'a pas la possibilité d'écarter. Cheikh Anta Diop qui dit ceci: la conscience de l'homme moderne ne peut progresser réellement que si elle est résolue à reconnaître explicitement les erreurs d'interprétation scientifique, même dans le domaine très délicat de l'histoire, et à revenir sur les falsifications, à dénoncer les frustrations du patrimoine. Cheikh Anta Diop. Donc, si cela est vrai, ça veut dire que nous avons donc 3 défis de la fausse centricité. Le premier défi, c'est la centralité de l'Afrique dans l'expérience culturelle et dans le projet civilisationnel de tous les peuples d'origine africaine. Je dirais tous les peuples noirs. Voilà. Le deuxième défi, c'est, à partir de cette centralité, aller dans l'orientation vers la vallée du Nil, et singulièrement vers le référentiel égypto-libyen, afin de pouvoir concevoir un projet de renaissance digne de ce nom. Le troisième, c'est ce projet de renaissance ne peut pas exister s'il n'y a pas un idéal mobilisateur, nouveau, qui soit en phase avec le génie des bâtisseurs d'empire que sont les Africains. Voilà ma position sur mon levier. Merci beaucoup. Merci Serge Kovy pour cette introduction qui nous a apporté beaucoup d'éléments et facilite la suite de notre présentation. La deuxième question est celle-ci. Quelle est la thèse centrale défendue par le professeur Assanté dans l'ouvrage référencé Serge Kovy? Ayant posé
la problématique générale de l'afrocentricité. Il m'est loisible de dégager la thèse centrale de l'ouvrage. Pour mon effet à santé, les Africains ont besoin d'une théorie révolutionnaire qui permette de dégager des sociétés nouvelles, des civilisations nouvelles, qui est un ancrage dans les civilisations anciennes, pharaoniques, nubiennes, post-pharaoniques en général. Et cette théorie-là va constituer le fait intellectuel le plus original depuis la traite des Noirs. Molefi en santé écrit: l'afrocentricité nous apparaît comme l'élément fondamental de la régénération humaine de l'homme noir, de l'homme africain. Dans la mesure où elle fait partie de l'existence des millions d'Africains sur le continent et dans sa diaspora mondiale, elle deviendra de facto révolutionnaire. Elle a un but conférant un sens réel de destinée fondée sur l'histoire de l'expérience des peuples africains. L'état psychologique de l'Africain, sans l'afrocentricité, est devenu un sujet de grave préoccupation. Au lieu de regarder vers l'extérieur à partir de son propre centre, l'individu non afrocentrique se comporte de façon négativement prévisible pour l'oppresseur. Les images, les symboles, les styles de vie, les façons d'être de cet individu sont contradictoires et de ce fait même s'opposent à une croissance et à un développement individuel et collectif. Étant incapable d'invoquer la puissance des ancêtres parce qu'il ne connaît pas, ne disposant en outre d'aucune idéologie de prophète appartenant à son peuple, cet individu est comme une fourmi essayant de bouger un gros détritus pour découvrir en fin de compte que celui-ci ne bougera jamais et qu'il s'enlisera lui-même dans le détritus. Donc le problème de l'Africain, c'est que l'Africain est dans l'extra-référentialité. Sa référence est extérieure à lui-même. L'Africain doit retrouver la centralité de lui-même. Et à partir de là, il pourra concevoir l'autoréférentialité. L'autoréférentialité. Car aucune civilisation, à plus forte raison décadente, ne peut entrevoir la renaissance, c'est-à-dire la lumière, si elle ne part pas d'elle-même, ou plus plutôt de sa propre centralité. L'autoréférentialité est donc de facto une autocentralité. Dans le sens précis où chaque expérience est à elle-même son propre modèle. Or, ce qui caractérise l'Africain, c'est la recherche de modèles en dehors de sa propre expérience historique. Il va donc chercher le modèle du libéralisme, le modèle du communisme, le modèle de la social-démocratie. Tous ces modèles qui sont pour lui des anti-modèles, parce que précisément c'est des détritus. Donc la thèse de Molefi en santé, c'est l'Africain doit retrouver son autocentralité. Et son autocentralité, c'est l'afrocentralité. Et l'idéal que porte cette expérience, centrée sur soi-même, cet idéal s'appelle l'afrocentricité. Donc si j'ai bien compris, pour Molefi en santé, tout ce que nous entreprenons est voué à l'échec. Parce qu'en fait, nous partons de ce qu'on peut appeler un problème qui est mal posé. Lorsqu'un problème est mal posé,
en mathématiques ou ailleurs, il a des fausses solutions. Les fausses solutions, c'est ce que nous appelons les impasses conceptuelles, comme le développement, le co-développement, les choses comme ça, l'émergence, tu vois. C'est-à-dire, en ce moment, ils ont tous ce mot-là, l'émergence, tu vois. Parce que des Blancs ont élaboré ça au niveau des Nations Unies. Ils ont aussi un mot, c'est le dialogue national inclusif. Voilà, c'est devenu le mot. Bientôt, ils vont tous reprendre ça. Voilà, en Centrafrique, où est le dialogue? Et parce que ce qui va se passer, c'est que les bailleurs de fonds, c'est qui les bailleurs de fonds? C'est ceux qui, quand ils se mettent à bailler, il n'y a plus de fonds. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont dire, vous allez faire le dialogue. Avec qui? Avec les rebelles qu'eux-mêmes ont armés. Et ils vont les convoquer à Khartoum pour dire, sous l'égide de Poutine, discuter. Et les rebelles vont dire, si on veut me nommer ministre, c'est parce que j'ai pris des armes. Pourquoi je vais remettre les armes? Les armes, c'est mon assurance vie. Parce que les mêmes nègres peuvent recevoir l'ordre de m'emmener à la CPI. À tout moment. Donc le problème qui est posé, c'est que les Africains ne savent pas où ils vont. Ils n'ont pas de feuille de route. Ils n'ont pas de GPS. Ils n'ont pas de boussole. Ils n'ont pas de gouvernail. L'Afrique est un bateau ivre qui, comme le Titanic, menace de couler à tout moment et chavire. Est-ce qu'il y a encore des pilotes? Est-ce qu'il y a encore des pilotes dans l'avion? Eh bien, les pilotes, c'est qui? C'est les leaders. Qui sont les nouveaux leaders? Parce qu'un nouvel idéal suppose de nouveaux leaders pour porter ça. Qui sont les nouveaux leaders? Les nouveaux leaders doivent être dans l'afrocentricité. Doivent être eux-mêmes les incarnations vivantes de cet idéal nouveau qu'on va mettre au centre. Comme l'a dit Molefi à santé. Donc, si on s'est bien compris, nous allons partir d'un raisonnement que Corvi va appeler maintenant une proposition axiomatique. À partir de cette proposition axiomatique, nous allons émettre des hypothèses. Et à partir de ces hypothèses, nous allons choisir la meilleure hypothèse. C'est-à-dire celle qui, confrontée à la théorie, va permettre de transformer l'Afrique. Quelle est cette proposition axiomatique? Elle est simple. L'émancipation de l'Afrique sera l'œuvre des Africains eux-mêmes ou ne sera pas. Voilà la première. L'émancipation. Ne me parle pas de développement. L'émancipation suppose la souveraineté. La fin de la tutelle. J'ai bien ajouté où ne sera pas. Parce qu'il y a la possibilité aussi que ça ne pas lieu. Parce que si le statu quo perdure, ben cette émancipation n'aura jamais lieu. Maintenant, il y a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est que cette émancipation va partir d'une centralité proprement africaine et va déboucher sur un modèle autoréférentiel ou autocentré. C'est l'hypothèse de Molefi à santé. La deuxième, c'est qu'on va intégrer le syncrétisme en mettant l'islam dedans. C'est-à-dire l'islamisme noir, l'islam noir, l'islam africain. Où on va mettre le syncrétisme chrétien, où on va mettre le syncrétisme juif, où on va mettre le syncrétisme maçonnique. C'est-à-dire, le deuxième, c'est le syncrétisme, la voie du syncrétisme, l'impasse. C'est-à-dire l'errance spirituelle et identitaire. Voilà ce que ça veut dire. Beaucoup d'Africains disent qu'ils sont d'accord pour que le Mali devienne
un État musulman et islamiste. D'accord? Est-ce que c'est ce Mali-là que nous on veut? Un Mali dont la langue nationale va être l'arabe. La charia. On va voiler toutes les femmes africaines. Et on va les fouetter. Pour des adultères imaginaires. C'est ça que nous on veut. Et la troisième, c'est justement, la troisième hypothèse, c'est justement le cosmopolitisme, que tout le monde appelle maintenant le mondialisme. Ça dit tout le monde va être comme les Américains. Voilà. Au Bénin, quand quelqu'un vole un peu, il va avoir un ranch, comme en Californie. Il va prendre les voitures des Californiens. Il va appeler son enfant, hein, Michael. Michael. Et il va étaler les produits de consommation américains. Même les poulets là, qui sont des poulets, excusez-moi, cancérigènes, que vous avez au KFC. Le KFC étant une entreprise d'un ancien esclavagiste du Kentucky. Donc les Noirs vont non seulement attraper le cancer en mangeant ça, mais donner l'argent encore aux esclavagistes. Tu te tues, tu t'empoisonnes, et tu donnes l'argent encore à celui qui t'empoisonne. On vient de révéler que les OMG, les OGM, que les Américains envoient en Afrique, ont du poison dedans. On a fait ça sur des rats. On a expérimenté. Et les rats avaient des tumeurs, mais géantes. Ça explique beaucoup de tumeurs au Burkina Faso qu'on n'a pas pu expliquer. Parce que Compaoré a dit qu'il faut ramener les OGM. Et on a donné ça aux nègres partout. Jusqu'au fin fond des campagnes. Compaoré. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'afrocentricité, c'est pas seulement tout ce que j'ai dit là. Et c'est déjà beaucoup. C'est aussi l'incompatibilité avec toute forme d'aliénation religieuse. D'aliénation culturelle. Et d'aliénation identitaire. Incompatibilité radicale. Troisième question. Quelles sont les principales thématiques explorées dans le livre Serge Covy? D'abord, dans l'ouvrage, il y a ce qu'on appelle l'historique de toutes les doctrines et de tous les courants d'idées qui ont jalonné le combat des Africains américains depuis la guerre de sécession. Ce fait, à lui seul, mérite qu'on puisse étudier ça, sérieusement. Je voudrais être très explicite. Molefi Assanté se prononce sur les courants suivants et les doctrines suivantes. Le washingtonisme, c'est la doctrine de Booker T. Washington. C'est le premier qui est posé le problème de la nécessité pour les Noirs de laisser la politique, de laisser l'économie, de laisser tout ce pourquoi ils ne sont pas formés. Pour d'abord s'éduquer à la culture américaine. Car pour s'émanciper, il faut avoir des armes culturelles égales à celles de ton oppresseur. Le deuxième courant, c'est le garvérisme. C'est un courant qui dit que les Noirs américains ne peuvent pas compter sur l'intégration politique, économique, culturelle, religieuse de l'Amérique. Parce que l'Amérique est une mosaïque de peuples déportés, avec à leur tête les whites anglo-saxons protestants, qui sont les plus racistes de la planète, les plus anti-nègres de la planète. Donc les nègres doivent créer la plus puissante organisation depuis que le peuple noir est retombé dans l'esclavage.
n'est-ce pas? Et cette organisation doit fonctionner comme une sorte de grande organisation mondiale et globale pour la création des États-Unis d'Afrique. Donc le combat des Noirs américains doit être un combat dont la finalité ultime, c'est la création des États-Unis d'Afrique. Parce que seuls en Afrique, les Noirs américains peuvent avoir la dignité. Ce n'est pas la peine de dire qu'on est Noir jamaïcain, qu'on est Noir canadien, qu'on est Noir ceci, cela. C'est une citoyenneté même. C'est ça que vous voulez acquérir. Et même quand vous arrivez à acquérir la citoyenneté, vous avez les discriminations et les ségrégations qui sont inscrites dans les lois. Et quand elles ne sont pas inscrites dans les lois, elles sont pratiquées dans les faits. Seul en Afrique, il n'y aura pas de ségrégation, il n'y aura pas de discrimination dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Voilà la position de Garvey. Et pour Garvey, l'économie va jouer un rôle déterminant. L'économie, c'est-à-dire la capacité de reprendre l'initiative historique et économique, surtout économique, par le peuple africain. Et cela doit commencer par les États-Unis, parce que c'est le centre où les Africains ont le plus contribué à la création de la richesse du blanc. Ça, c'est très important, parce que souvent, il y a des livres qui sont confus. Il vaut mieux prendre souvent les livres qui clarifient les problématiques. Troisièmement, la philosophie de King, Martin Luther King, qu'il appelle la non-violence de l'action positive. La non-violence de l'action positive. Voilà. Et King dit, la première chose que l'Africain doit comprendre, c'est que il est séparé de Dieu. Mais le Dieu dont il parle, c'est le Dieu des protestants. Et s'il veut devenir roi, c'est-à-dire king, il faut qu'il s'émancipe en considérant la Bible comme son manuel de guerre. Et cette guerre, il ne doit pas la faire contre le blanc, parce qu'il ne peut pas la gagner. La concentration de la puissance matérielle et militaire du blanc est telle que le noir ne peut pas rétablir ça avant 10 000 ans. Donc il faut utiliser la non-violence. La non-violence, c'est-à-dire un combat sans armes, à main nue, mais qui utilise la force de la foi et l'invincibilité de l'âme pour pouvoir retourner les blancs. Parce qu'il y a des blancs qui aussi souffrent comme nous. Le noir n'a pas le monopole de la souffrance. Et il suffit que les blancs soient divisés pour qu'ils ne puissent plus être aussi forts. Et comme c'est la Bible qui a divisé les noirs, c'est la Bible qui peut aussi les réunifier. Et il dit, les uns et les autres parlent de l'Afrique. Mais qui d'entre nous ici connaît l'Afrique? Donc il faut créer une culture américaine noire de la non-violence. Et nous allons utiliser nos armes. Le gospel. Nous allons utiliser nos armes. Le jazz. Nous allons utiliser tout ça pour avoir une résistance morale, psychique, basée sur une foi inébranlable en Dieu. Et là, nous pouvons soulever des montagnes comme Gandhi l'a fait en Inde. Tabas. Je reviendrai là-dessus, parce que c'est très important. En gros, Tabas dit, tous les Noirs ne peuvent pas être dans la condition d'esclaves. Il y a forcément quelques Noirs
qui vont sortir de l'ignorance. Et chaque fois qu'il y a une opportunité pour que quelqu'un noir sorte de l'ignorance, c'est que les noirs sont sur le chemin de gagner. Parce que ce sont les minorités pétries de qualité qui sont les locomotives des peuples. Ce n'est pas la masse inculte. La masse inculte ne veut même pas se libérer en fait. Elle veut juste qu'on lui donne un peu plus pour qu'elle puisse faire la fête et la bamboula. Donc, la masse n'a pas des idées d'émancipation en elle-même. Les idées d'émancipation lui sont apportées par une élite. Et cette élite est éclairée. Donc, il faut que cette élite, non seulement étudie, comme les Blancs, dans des universités en faisant leur preuve. Ce n'est pas dans des petits coins que les nègres font leur propre savoir, mais devant l'élite américaine blanche. Et Du Bois dit, regardez-moi, moi j'ai dépassé tous les Blancs. Est-ce que vous ne voyez pas ici que j'ai dépassé tous les Blancs? Est-ce que vous avez déjà vu un seul Blanc s'amuser avec moi? Bien sûr, il y a la pression sociale, les discriminations, comment on peut appeler, les sabotages. Mais si on me met devant un blanc et qu'il n'y a pas de pression, il n'y a rien, hein, je vais montrer la supériorité écrasante du noir. Moi, De Bois. Donc, le problème de Bois, c'est, je ne dis pas je vais le faire. Je vous ai déjà montré, je suis un exemple vivant. Vous n'avez pas vu ma supériorité. Donc, moi, je connais plus l'histoire des États-Unis que n'importe quel blanc. Je connais plus l'histoire de l'Afrique que n'importe quel noir aux États-Unis. Je suis économiste. Je suis sociologue. Je suis juriste. Je suis poète. Qu'est-ce que je suis pas, De Bois? Je suis donc l'exemple de ce qu'on appelle l'avènement des Lumières noires. Moi, De Bois. Il suffit que les Noirs puissent venir à mon école. L'école des Lumières noires du Boisienne. Venez à mon école. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais d'abord gagner le combat intellectuel. Ensuite, vous m'avez vu. Mes parents n'étaient pas des esclaves ou des souffreteux. Mes parents étaient riches. Donc, est-ce qu'on peut m'acheter? Est-ce qu'il y a un blanc qui peut m'acheter? Donc, si vous voulez un leader, prenez quelqu'un qu'on ne peut pas acheter. Pas un indigent. Et celui-là, c'est De Bois. Ensuite, il y a une autre évidence. Il faut le leadership politique. C'est-à-dire que vous devez avoir vos hommes qui entrent dans la Chambre des représentants, le Sénat des États-Unis et tout ça, pour porter vos intérêts et votre parole. Parce qu'actuellement, c'est la chaise vide. Et la politique de la chaise vide ne paye pas. Et pour avoir ça, il faut une bourgeoisie noire. Et cette bourgeoisie noire aura une mission historique. C'est d'éduquer les Noirs en les sortant de l'ignorance, afin d'en faire tous de militants pour l'égalité des droits et l'égalité des chances aux États-Unis. S'il n'y a pas une bourgeoisie noire, les autres n'ont aucune raison de vous donner la liberté. Parce que économiquement, ça les arrange que vous ne soyez pas libre. Donc pour De Bois, la science